la fin du mois de juillet. Donc, est-ce que Betty Zapiro peut faire après? Alors, monsieur Laurent, Madame Tony Montgard, Madame Françoise Amarche-Dragon, monsieur Vincent Martin, Madame Elisabeth Métrinel, monsieur François Robert, Madame Aurélie Mayol, monsieur Alain Kong, Madame Marie Paoli, monsieur Raoul Dahl, Madame Galia Samy, monsieur Francisco Silvano, Madame Patricia Rousson, monsieur Nicolas Troutouin, monsieur Philippe Torres, Madame Catherine Thuin, monsieur Thierry Jacques, Madame Catherine Couder, monsieur Christophe Rapport, Madame Stéphanie Morin, monsieur Aurélien Mandevor, Madame Sonia Minas, monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Fournier, monsieur Bruno Mortal, monsieur Karine Abel, Présent. monsieur Philippe Couget, Madame Emmanuel Soulier, Madame Fabienne, monsieur Jérémy Blager, Madame Michel Jean. Merci Madame Jean-Pierrot. Je détiens les pouvoirs de M. Bernet pour M. Arencombe, M. Robert pour Mme Marie Paoli, de Mme Aurélie Mayol pour Mme Régine Bourgane, de Mme Sonia Miesgras pour M. Aurélien Mandevor, de Mme Catherine Couder pour M. Philippe Torres, de Mme Catherine Antuel pour Mme Patricia Rousson et de Stéphanie Morin pour Betty Zapiro. Donc le Covid est de retour, puisque on a des images des fossés qui sont touchés, mais pas coulés. Donc à l'ordre du jour, merci à la presse pour sa présence, comme d'habitude. Donc à l'ordre du jour, on va vous présenter un peu le dispositif Campus Connecté après un an de fonctionnement. De Mme Craig et Liam qui nous fera cette présentation, et ensuite donc à la communication de décision prise en vertu de la délégation de pouvoir, l'instauration du conseil de quartier de Fontanier et l'approbation de la charte, et ainsi que la désignation des représentants amenés à siéger à ce conseil de quartier sur l'urbanisme. L'approbation de l'alignation d'un tronçon du chemin rural derrière Chimérec, le massif central de Cossodoge. Les ventes de l'ancienne école de Charny à M. et Mme Gonzalez. Les ventes de M. et Mme Pellissier à la commune de Vannes, c'est plutôt une reprise de l'eau de Valtrone qui n'avait pas été construite. Une vente par la SCI Java et la commune de Vannes sur le terrain à l'entrée de la ville, la constitution d'une servitude d'approvisionnement de réseau entre la ville de Mende et Enedis Chance, sur les subventions du marché public, donc l'approbation du contrat territorial avec le département pour la période 2022-2025, l'attribution d'une subvention à les aides que nous avions oubliées lors des délibérations sur la subvention globale versée à l'association, l'approbation d'une convention de mandat avec la SPL ARAC Occitanie, c'est pour le projet de l'école infirmière, et sur les ressources humaines, comme toujours, la modification du tableau des effectifs et une convention de mise à disposition de personnel auprès de la Confédération du travail, force ouvrière. Voilà, je vais laisser la parole à Mme Betty Zapiro pour vous faire le bilan de la première année de fonctionnement de ce campus connecté, donc qui a démarré au mois de septembre-octobre. Donc il y a un bilan plutôt satisfaisant, et puis aussi de nous dire un peu les perspectives de l'avenir qui sont plutôt très encourageantes. Merci, bonsoir. Donc pour commencer avec
la présentation. Donc, juste rappeler que la ville de Mende a répondu conjointement avec la ville de Florac à l'appel à projet de la 3e vague de labellisation des campus connectés sur le territoire national et donc a été labellisé en mai dernier, mai 2021, sous la dénomination CLOC, Campus Lozère Connecté. Et comme l'a dit Monsieur le maire, donc, le campus connecté de Mende a ouvert ses portes le 30 août dernier. Et il fait partie des 89 campus connectés qui existent sur le territoire français et en outre-mer. Alors, j'ai un petit support, je ne sais pas si... Alors voilà, juste rappeler très rapidement ce qu'est un campus connecté. Donc c'est un tiers-lieu qui reçoit des étudiants qui souhaitent poursuivre ou reprendre des études supérieures à distance tout en restant sur Mende. Il est situé à l'espace Jean Jaurès, où 2 salles de travail ont été entièrement équipées d'un parc informatique performant avec une connexion Internet haut débit, dans des locaux modernes et chaleureux qui offrent toutes les conditions de travail optimales. Les étudiants inscrits dans un campus connecté sont donc accompagnés par un tuteur ou une tutrice qui les suit au quotidien dans leur travail. Elle permet l'accueil des étudiants à travers un parcours personnalisé et un planning de présence sur mesure adapté à leurs besoins et leurs contraintes. Aussi sont organisés assez régulièrement des ateliers collectifs autour de la méthodologie, l'organisation, la motivation, afin de créer une cohésion de groupe, favoriser l'entraide entre les jeunes et créer du lien social. Impulsée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la reconnaissance des diplômes obtenus sont équivalents à ceux suivis dans un cursus universitaire en présentiel. Le dispositif Campus Connecté, porté par la ville de Mende, avec comme partenaire aussi l'État, la région Occitanie et le département de la Lozère, tous les services que propose ce campus sont entièrement gratuits. Notre campus connecté à Mende a une université de proximité comme tous les autres campus et pour nous c'est l'université de Perpignan du fait de son antenne sur Mende. Cela permet aux étudiants du campus de bénéficier exactement des mêmes avantages des étudiants inscrits en présentiel sur l'université de Perpignan. Alors qui peut s'inscrire dans un campus connecté? Toute personne résidant sur Mende ou en Lozère qui sont inscrits sur une formation ou un cursus universitaire à distance. C'est des personnes qui ont fait ce choix soit de rester en Lozère, soit qui ne peuvent pas se déplacer dans une grande ville universitaire. Nos étudiants sont des néo-bacheliers, des salariés, des personnes en reprise d'études ou en reconversion professionnelle. On peut aussi recevoir des demandeurs d'emploi qui souhaitent se former pour se réinsérer professionnellement. Aussi, il se peut que certains viennent simplement suivre une formation par simple plaisir au campus connecté. Pour quelle formation? Alors, il n'y a pas de catalogue précis qui répertorie toutes les formations qui existent en e-learning. En tout cas, le choix est bien grand. On peut préparer un BTS, une licence, un master, un titre professionnel, préparer des concours, un DAI. Le choix est vaste. Et cette année, pour la première promotion, les étudiants étudient des formations très variées. Alors sur Mende, depuis septembre dernier, 7 étudiants ont été inscrits, puis en novembre, une 8e est arrivée et le dernier étudiant est rentré en mai dernier. Cette première promotion d'étudiants a permis de dresser une première typologie des profils des apprenants. Les âges vont de 19 à 51 ans, la moyenne d'âge est de 30 ans. 7 étudiants sur 9 sont des filles. Il s'agit donc d'une promotion plutôt féminine. Et les objectifs prévus dans l'appel à projet ont été largement atteints en cette première année, puisqu'il avait été prévu 6 inscrits et nous en avons aujourd'hui 9. Les formations et les diplômes qu'ont préparé les étudiants de cette année sont intéressants. Nous avons accueilli un jeune en BTS Système informatique aux organisations, une 2e année de sciences politiques de l'Institut de Bordeaux, une licence 3 en langue et civilisation étrangère de l'Université de Clermont-Ferrand, un master en études culturelles de l'Université Paul Valéry de Montpellier, 2 étudiantes en DAU scientifique, ce diplôme qui est un équivalent du bac, préparé à l'Université de Perpignan,
2 titres professionnels, un comme secrétaire médico-social et l'autre comme technicien de système réseau inscrit dans des écoles privées, et enfin une personne qui est venue passer une certification en anglais avec le CNEF. Lors de cette première promotion, une belle entente s'est rapidement dessinée et l'entraide entre les étudiants a été spontanée et positive. À ce jour, 7 étudiants ont passé des examens pour passer dans l'année supérieure ou obtenir leur diplôme. Et aujourd'hui, 5 sont reçus, dont certains avec d'excellents résultats. 2 sont en session de rattrapage et les 2 autres passeront leur titre professionnel en octobre et en janvier prochain. La collaboration avec le campus connecté de Florac a été aussi un atout et nous a permis avec ma collègue d'élaborer des actions et des rendez-vous communs avec différents partenaires. Nous avons participé à différentes rencontres, salons, mutualisé notre travail, communiqué positivement, et nous sommes intervenus dans tous les lycées mandois publics privés. Aujourd'hui, on peut dire que les 2 campus lozériens de Mandé-Florac sont bien connus et identifiés sur le département. Alors, si on regarde les perspectives de rentrée, on peut constater que le campus de Mende suscite un vif intérêt. Depuis plusieurs semaines, une trentaine de personnes sont venues se renseigner et visiter les locaux. Et pour la rentrée prochaine, nous prévoyons de recevoir une promotion de 20 étudiants, dont beaucoup ont déjà entamé les démarches pour s'inscrire. Les personnes retenues sont des candidats qui ont justifié la raison du choix de l'enseignement à distance et dont le profil correspond à ceux attendus au sein du dispositif. Pour rappel, dans l'appel à projet, il était fixé pour l'année numéro 2 une promotion de 9 inscrits. Nous en aurons plus du double. Avec les dernières difficultés du moment, la hausse du prix du carburant, des logements de plus en plus coûteux, je pense que le campus connecté est souvent une réponse à une problématique de moment. Si on regarde la future promotion, nous recevrons, grâce aux actions menées, un peu plus de néo-bacheliers, puisqu'on a pu intervenir dans les différents lycées, donc notre promotion sera plus jeune que celle de cette année. Mais nous avons quand même poursuivi la communication envers le public adulte, et nous aurons des personnes qui viendront suivre des formations qui sont aussi proposées par la région avec le dispositif Me former en région. Certaines de cette année vont continuer leur formation sur le campus l'année prochaine et d'autres repartent sur du présentiel parce qu'on n'est pas obligé de faire tout son parcours universitaire au campus connecté. On peut commencer au campus connecté puis repartir sur du présentiel ou l'inverse. Avec ma collègue de Florac, on a aussi rédigé un accord de partenariat avec plus de 30 partenaires issus du territoire. Ils sont des partenaires majeurs et indispensables pour que les étudiants puissent être en perpétuelle relation avec le monde soit sportif, culturel, économique ou social qu'offre notre commune et notre département. Enfin, on peut dire que le campus connecté est un atout pour le territoire. C'est un atout aussi pour notre ville et son bassin. Cela permet d'élargir l'offre de formation de l'enseignement supérieur, permettre à certains jeunes de suivre les études de leur choix, de lever des freins afin d'ouvrir le champ des possibles et réduire les inégalités dans nos territoires ruraux. C'est une manière aussi de développer l'attractivité de la commune, dynamiser davantage la vie étudiante mandoise. C'est également une solution pour permettre le rayonnement de certaines formations et le rayonnement de la ville elle-même. C'est un moyen aussi de garder ou faire revenir des compétences sur notre commune. Je voudrais terminer en remerciant toutes les personnes qui, tout au long de cette année, nous ont reçus avec bienveillance et qui voient en ce dispositif un réel atout pour notre jeunesse. Féliciter mes 9 étudiants de cette année pour leur courage, leur motivation et leur réussite. Je remercie la ville, ses élus, particulièrement Mme Rousson, élue en charge de l'enseignement supérieur, et vous, Monsieur le maire, pour votre confiance, votre soutien, tous les services de la commune, services à la population, informatique, communication, finance, Madame la directrice générale, je ne plus personne, qui m'ont soutenu et permis de faire de ce dispositif qui fonctionne et progresse bien. Merci. Merci pour ta présentation, Myriam. Je crois que c'est nous qui devons te féliciter et te remercier parce que si tu as parlé de cohérence d'équipe, de bonne organisation, de belle entente, y compris avec le dispositif qui est sur Florac, je pense que tu es pour beaucoup là-dedans. Nous, on a été simplement que
des rouages qui ont permis que ça se passe, comme on dit, mais c'est pas quelqu'un qui me faire de lance. Et donc je pense que ça a été un bon choix de recrutement pour la ville, au vu de ton expérience passée aussi. Et je pense que tu as mis beaucoup de volonté à ce qu'on en fonctionne très bien et qu'on soit à plus du double des candidats espérés par rapport à la montée en charge qu'on avait prévisionnelle. Donc c'est quand même exceptionnel et c'est à souligner. Et donc ça montre bien, comme tu l'as justement dit, que c'est un outil qui est intéressant pour le territoire, à plus d'un titre, comme tu l'as souligné. Je ne reviendrai pas là-dessus, je veux simplement dire deux choses. La première, c'est qu'on a accueilli des étudiants. Pour la première fois, on a eu quelqu'un qui a fait des études de Sciences Po à Lozère. C'est ça? Oui. C'était jamais arrivé, donc c'est à souligner. Et aussi un autre étudiant qui a un handicap assez important et donc qui a pu, grâce à ce campus connecté, poursuivre ses études à Lozère. Je ne pense pas, je ne connais pas suffisamment, mais toi tu le connais mieux, je ne pense pas qu'il soit parti ailleurs faire des études, il serait resté tanké chez lui, comme on dit, s'il avait pas eu cette opportunité-là. Et je pense que là aussi la proximité que tu lui as apportée est valorisante et pour toi et pour nous, voilà, et pour le campus connecté. Il faut rappeler peut-être aussi que si on a réussi à monter ce projet, c'est grâce à plusieurs partenaires. Le premier d'entre eux, c'est M. Falco, le directeur départemental de l'éducation nationale, qui m'en a parlé il y a plus d'un an maintenant, même plus d'un an et demi, justement pour me dire intéressez-vous à cette question-là. Et donc on a commencé à travailler sur le dossier. Et donc derrière, on a été candidat aussi en partenariat avec Florac, donc avec Mme Fleur Otteron, la maire de Florac, qui a souhaité porter un dispositif. Au départ, on devait porter un dispositif commun, puis après on a décidé de faire deux dossiers. Bien nous en a pris parce qu'on aurait eu moins d'argent. Et donc je vois qu'à Florac ça fonctionne très bien aussi. Donc c'est de bonne augure. Ce que je porte moi aussi comme message maintenant, c'est que ces campus connectés, ils sont encore développés. Je pense aussi à Langogne, je pense aussi à Saint-Chély, je pense aussi à Marloujon, parce qu'il y a des besoins partout sur le territoire et que, comme tu l'as justement souligné, par rapport au coût de logement, au coût de déplacement, c'est un dispositif qui a de l'avenir certain pour réussir des études ou pour reprendre des études aussi, parce que comme tu l'as dit, il y a des jeunes ou moins jeunes qui sont revenus reprendre des études. Et donc on a plusieurs partenaires qui nous ont grandement aidés, qui nous aident grandement. C'est l'État d'abord, dans le cadre de l'appel à projet qu'il avait lancé, et puis la région Occitanie aussi qui finance largement ce campus, et puis le département de la Lozère aussi qui finance aussi et qui intervient sur le fonctionnement de par une aide financière sur ce dispositif de campus connecté. Donc moi je tenais à cette fin d'année scolaire justement qu'on profite pour faire un point et montrer que c'était un dispositif qui avait vécu une belle première année et donc il y a des perspectives d'avenir qui sont florissantes. On va être obligé de pousser les murs pour aller prendre une autre salle, et sûrement ça on n'a pas tout à fait dit encore là au commanderie, mais on va essayer de le dire avec le partenariat, c'est pour lui mettre dans la tête, pour justement pouvoir accueillir les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous laisse la parole pour ceux qui veulent. Patricia, bien sûr, merci aussi pour votre action au quotidien. Ben moi, en fait, je voulais rajouter mes remerciements au vôtre, monsieur le maire, pour le travail accompli par Myriam. C'est vrai que c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, un dispositif qui est juste un an. C'était un pari qui a été pris, donc il y a eu bien sûr la volonté de la collectivité de répondre à cet appel à projet et de mettre les moyens pour que ça fonctionne. Mais je crois qu'effectivement, Myriam a pris toute la mesure de ce double enjeu qui était le sien, à la fois la promotion de l'outil qui est le campus connecté, parce qu'effectivement, elle l'a dit, c'est aussi un outil de développement du territoire. Il fallait qu'elle aille taper aux portes, vendre le dispositif, parfois un petit peu incompris, qui faisait peur à certains chefs d'établissement. Donc il était très important qu'elle arrive à expliquer que c'était un dispositif complémentaire à l'existence de l'enseignement supérieur et de l'offre sur Mende. Et le deuxième enjeu, bien sûr, c'était l'accompagnement, parce que le tuteur est là pour ça. Un accompagnement d'autant plus difficile que les profils des étudiants sont totalement différents. Il y a des étudiants qui sont autonomes et d'autres qui le sont moins. Moi, je suis satisfaite également de constater l'entraide qui existe au sein de cette équipe d'étudiants. On sent que celui qui est bon en anglais va donner un coup de main à celui qui est un peu moins, et celui qui est très bon en informatique va aider même le master
peut-être avoir les faiblesses. Et ça, je pense que seul un dispositif comme celui-là peut le permettre. Myriam l'a souligné aussi, nous avons enclenché ces réunions de rencontre à l'échelle d'établissement pour aussi essayer de trouver des solutions pour dynamiser la vie étudiante. Et donc une première date au 8 septembre a été fixée pour l'accueil des étudiants. Donc voilà, toute une dynamique qui est enclenchée aussi grâce à ce campus qui encore une fois s'est fait connaître. Et je félicite encore une fois Myriam pour tout le travail accompli, parce que c'est un travail au quotidien. Et c'était un vrai challenge. Je rajouterai une dernière chose, je pense que c'est le seul campus qui peut, depuis son démarrage, afficher un démarrage aussi performant. Souvent, c'était 1, 2, 3 de plus. Là, on passe de 9 à 20 et on est en train effectivement de se poser la question de rajouter des ordinateurs, etc. En tout cas, on se dit que cette dynamique, il faut la maintenir. Merci encore. Oui, parce que le service informatique, il a été, tu l'as souligné, mais il a été aussi performant. Pour permettre. D'autres demandes de prise de parole? Non? Merci. Il faut qu'on nomme une secrétaire de séance. Madame Françoise Amarjou-Brajon, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il faut que je vous donne lecture des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue. J'ai bien arrêté. 58, autorisant la signature d'un marché de fourniture et remplacement de menuiserie extérieure pour l'école Jean-Alphonse. Donc avec la SAS Génie Menuiserie, pour 77 678 €. Donc c'est des travaux qui vont être faits dans le courant du mois de juillet et d'août. Il en était 60 autorisant la signature d'avenant au marché de travaux scénographiques du musée du Gévaudan. Avenant numéro 2 à passer avec le gouvernement Armoge Discord pour le lot 17, c'est les aménagements scénographiques. Avec l'entreprise ITAC pour le lot 18, c'est l'éclairage scénographique. Avec l'entreprise Orfeo pour le lot 19, l'équipement multimédia scénographique. Et avec l'entreprise Edelenx pour le lot 20, pour la signalétique. Donc j'ai vu que vous nous aviez posé une question sur le musée, ça me permettra de faire oublier les équipes en vous répondant en fin de séance pour tout le travail excellent qui a été fait et la tenue des budgets qui se profilent largement au-delà des espérances du départ. Je vous répondrai en fin de séance. Le 64 arrêté autorisant la signature d'un avenant au marché de travaux accord cadre de commande pour les grosses réparations de voirie et rénovation de chaussées et de trottoirs. Donc avenant numéro 3 passé avec l'entreprise Colas. Un arrêté 70 autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès du département de la Lozère pour l'aide au fonctionnement du musée du Gévaudan pour l'année 2022, donc avec un coût total d'opération de fonctionnement établi à 600 000 €, des recettes prévisionnelles établies un peu moins de 30 000 €, une subvention demandée à la région Occitanie de 150 000 € et une subvention au département de la Lozère de 150 000 €, donc un reste à charge départemental de 272 000 €, sachant qu'on a plus de 200 000 déjà dans les comptes depuis un certain nombre d'années, depuis qu'on a créé les réserves du musée du Gévaudan et depuis qu'on a embauché du personnel pour aller vers cette ouverture du musée du Gévaudan. Voilà pour ça. Le point numéro 1, c'est l'instauration du conseil de quartier de Fontenay, approbation de la charte. Monsieur Jacques. Le conseil de quartier s'inscrit dans la tradition de la démocratie de proximité engagée depuis plusieurs années par la ville de Mende. Il est un des organes d'expression de la démocratie locale. C'est un outil de démocratie participative qui vise à encourager l'expression et l'implication des besoins des citoyens à l'échelle du quartier. Sa création est obligatoire dans les villes dont la population est supérieure à 80 000 habitants et facultative pour les villes se trouvant sous ce seuil. La ville de Mende a fait le choix de mettre en place un conseil de quartier. Le conseil de quartier est un lieu d'information et de réflexion sur la vie du quartier en promouvant une citoyenneté active. Il participe à l'expression et à l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. Son rôle est complémentaire aux associations locales. Les élus peuvent le saisir sur des projets ayant un impact sur la vie du quartier. Il enrichit le choix des élus qui possèdent seuls la légitimité de décider. Il est force de proposition. Le conseil de quartier est constitué d'habitants du quartier de Fontenay ou exerçant une activité professionnelle qui répond à un appel public.
La participation au conseil de quartier se fait sur la base du volontariat et du bénévolat. Il accueille toutes personnes majeures et mineures tout au cours à la vie du quartier. Le conseil de quartier est composé de 34 membres volontaires, donc d'un nombre maximum de 23 membres parmi les résidents du quartier ou exerçant une activité professionnelle, un représentant des locataires élu via la société d'HLM, résidant sur le quartier, un membre mineur résidant dans le quartier, 9 membres élus désignés par le maire, donc ce dernier. La parité sera privilégiée si le nombre de volontaires le permet. Une charte, donc un projet que vous y joint à l'annexe, vient de préciser le cadre réglementaire du conseil de quartier dont les limites géographiques correspondent au quartier de Fontanier. Il est proposé d'approuver la création du conseil de quartier de Fontanier, d'approuver la charte du conseil de quartier de Fontanier. Merci Monsieur Thierry Jacques. Donc comme vous voulez, depuis les élections de 2020, mettre en place ce conseil de quartier, malheureusement le contexte sanitaire des 2 dernières années nous a contraint toujours à reporter, et je ne suis pas certain que les prochaines semaines soient bien encourageantes, mais bon, à un moment donné, il faut bien essayer d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette délibération ce soir sur la création de ce conseil. Est-ce que vous avez des demandes de prise de parole sur la création? Non? Il n'y a pas d'opposition, alors pas d'abstention. Le conseil de quartier est créé. Et sur la désignation de représentants, toujours Thierry Jacques, le siéger des représentants de la ville. Par délibération précédente soumise à l'approbation de notre Assemblée, la ville demande d'attribuer l'instauration du conseil de quartier de Fontanier, l'approbation de la charte ici rapportant. La mise en place de ce conseil de quartier nécessite la désignation de 9 membres élus, dont Monsieur le maire, amené à représenter la ville au sein de cette instance. Il est proposé d'approuver la désignation des représentants amenés à siéger au conseil de quartier. Alors, donc on vous propose, après consultation du groupe d'opposition, de désigner amené à siéger au conseil de quartier moi-même, Régine Bourgade, Thierry Jacques, François Amarché-Rajon, François Robin, Béthisa Piello, Elisabeth Minet-Trénel, Galia Tami et M. Karim Abed. Donc en fait, l'idée c'est d'associer toutes les compétences jeunesse, sociale, démocratie participative, d'anciens commerçants du quartier, de gens qui sont présents souvent sur le quartier aussi, dans les élus. Et puis, donc vous avez vu que le nombre, c'est 19 membres, donc aussi avec une possibilité d'avoir du flottant en fonction du changement de résidents dans le quartier. Donc un appel à candidature a été fait sur tout le quartier, donc on a recensé les demandes, on doit toutes les avoir là, donc pour installer prochainement ce conseil de quartier. Est-ce que vous avez des questions, des observations à formuler? Pas d'opposition, pas d'abstention. Pas d'abstention. Et les autres sont favorables à la création. Sur l'urbanisme, donc approbation, Mme Marie Paoli pour le déplacement du chemin. Approbation suite à l'enquête publique pour remettre de la donation à la convention du chemin entre la SPA et du 70 et 213, c'est pour les possibles, et l'ouverture d'un nouveau tronçon en remplacement du tronçon du chemin sécurité. En date du 5 avril 2022, la commune a prescrit l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'aliénation du tronçon du chemin rural dans le secteur de Boston et l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural en remplacement du tronçon de chemin supplémentaire. Par arrêté du 6 avril 2022, la commune a fixé les conditions de développement de l'enquête. Cette dernière a été menée par M. Jean-Pierre Lafayette, commissaire enquêteur désigné par M. le maire. L'enquête s'est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022 et le commissaire a remis ses conclusions favorables assorties de 2 recommandations. Vérifier avant transfert des propriétés du SMAD à la commune et à Environnement 48 que l'accès aux propriétés routiers et forestiers pourra s'effectuer aisément avec des engins agricoles et de prendre en compte. Essayer de persuader le bénéficiaire du projet de prendre en compte les enjeux paysagers et environnementaux du site, notamment en prévoyant la replantation des haies. Afin de conclure cette procédure, il convient d'approuver la délibération suivante. Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment cet article L 161-10 et L 161-25 à L 161-27 fixant les modalités de l'enquête publique préalable
à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, vu la délibération du Conseil municipal du 6 avril 2022 relative à l'enquête publique conjointe de l'aliénation de tronçons de chemin rural dans le secteur du poste de recherche et l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural, remplacement de tronçons de chemin supprimés, vu la désignation par M. le maire du monde de M. Jean-Pierre Barrière en qualité de commissaire enquêteur, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, considérant que l'aliénation de tronçons de chemin rural dans le secteur du poste d'Auge et l'ouverture d'un nouveau tronçon de chemin rural en remplacement du tronçon de chemin supprimé, tel que présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément au réglementaire suffisant. Il est proposé de prendre en compte les recommandations du commissaire enquêteur, d'approuver l'aliénation du chemin rural de Mousseau, d'approuver l'ouverture de nouveaux tronçons de chemin rural en remplacement du tronçon de chemin supprimé tel que précisé dans le dossier technique annexé au dossier d'enquête publique. La délibération fera l'objet d'un affichage à la mairie. Pendant un mois, mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le document. Merci Madame Paoli. Donc tout le monde va bosser sur le plan et ça fait pour permettre la continuité d'exploitation des activités de Chimérec et de l'environnement 48, donc sur le développement de plus de 3 hectares de terrain qu'ils ont acheté sur le nord du Kosovo. Est-ce que vous avez demandé de prise de parole? Oui, monsieur le maire, le commissaire enquêteur a sorti ses conclusions de 2 recommandations. La première, je présume qu'il a été aisé de la vérifier. L'exploitant agricole a dû prendre tous les devants. Par contre, la deuxième, avez-vous obtenu, ou en tout cas, quels sont les engagements que vous avez pu obtenir du bénéficiaire en termes de protection de l'environnement et en termes d'enjeux paysagers, notamment la replantation des... Est-ce qu'on délibère alors des engagements sont pris ou à ce jour, il n'a pas pris d'engagement? Alors, je l'ai vu, moi, comme il s'appelle Olivier Dalle, donc on a convenu, et c'est son intérêt aussi, pour protéger le site. Alors, il répond sur un appel à projet national, justement, pour le retraitement de plastique et la continuité d'activité de développement, justement, de la filière sur des plastiques retraités. Donc, on sait très bien que sur la partie plus au sud, de temps en temps, on a quelques soucis. Donc, il y a une veille permanente des équipes techniques de la ville. Moi, je passe aussi régulièrement. On est alerté aussi par les riverains qui se promènent sur le chemin qui est situé au sud. Et donc, on est en relation étroite et permanente donc, avec l'exploitant. Je rappelle qu'il y a une... je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais à l'époque, ça portait le nom de commission locale de concertation et de discussion, ça a changé de nom en 2016 ou 2017. Donc peut-être il faudra relancer cette commission parce qu'il y a des usagers, il y a des associations environnementales qui sont, il y a les élus bien sûr, et il y a l'exploitant qui fait avec l'État, qui de temps en temps fait le point sur sa situation, et ça sera peut-être l'occasion de relancer. Mais oui, l'intérêt c'est bien de se protéger, et bien sûr d'aller dans le sens de ce que souhaite le commissaire enquêteur sur l'insertion paysagère du site. D'autres demandes de prise de parole, des oppositions, des abstentions, donc à l'unanimité. Le point numéro 4, c'est la vente de la commune de Mende par la commune de Mende à monsieur et madame Gonzalez. Monsieur le maire, je ne peux pas participer au vote, je vais donc sortir de la salle. Okay. Donc je laisse la parole à madame Elisabeth Minet-Trénel. Dans les communes de Mende à monsieur et madame Gonzalez. Monsieur et madame Jean-Philippe et Roxane Gonzalez ont fait proposition d'acquisition du bâtiment situé 40 rue du Labois, ancienne école de Chablis. Conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, il est aujourd'hui proposé de céder à monsieur et madame Gonzalez les parcelles suivantes. Sur la commune de Mende, donc la BO 100 et la BO 193, respectivement de surface 1263 m² et 96 m², pour un prix de 225 000 €.
d'autoriser la vente des parcelles ci-dessus désignées par la commune de Mende à M. Alain Gonzalez, frais notariés à la charge de ces derniers, d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente à intervenir en l'office notarial de Mende, 7 allée Paul Doublé. Merci Madame Dominique, tout le monde connaît ce sujet puisqu'on a parlé à long et large à travers depuis quelques temps. Donc on a pris le parti de vendre ce bâtiment pour permettre à une famille mandoise de s'y installer, de la réoccuper parce qu'elle est en train de se dégrader parce que non utilisée depuis 4 ans, ou 5 ans. 2016, l'école de Chambéry. Et donc, voilà, aujourd'hui, on vous propose la vente. Alors, on nous expliquera, si vous voulez, pourquoi. Je peux vous le dire de suite. Donc, on a bien sûr demandé une évaluation à France Domaine, qui nous a donné l'évaluation à 248 000 € avec une proposition de marge de négociation de plus ou moins 15%. On avait lancé une vente dans le courant de l'automne, sur le service PARL, sur l'urbanisme, sur le Bon Coin et d'autres supports de commercialisation. Au final, on a eu quelques visites, on a eu des demandes d'explications, des demandes complémentaires, mais on avait mis un prix plancher à 227 000 € et on a eu une seule proposition donc, sur ce prix plancher à 227 000 €. Voilà. Je vous laisse la parole pour ceux qui veulent la prendre. Madame Hier. Monsieur Suot, lors de mon intervention en conseil du 5 avril, Monsieur le maire, s'il vous plaît, Madame Hier. Monsieur le maire, pardon. Vous avez affirmé n'avoir qu'une seule offre déposée, et là vous êtes trompé. Il y a eu au moins une autre offre supplémentaire déposée, avec un prix inférieur certes, mais que vous n'avez pas évoqué. Pourquoi l'avoir omis? Ah mais oui, mais parce qu'ils se sont dédiés. De toute façon, on ne leur vendrait pas eux, puisque là on a une proposition de 225 000, l'autre proposition était à 200 000. Ah non, elle était un peu plus basse. Non, elle était plus basse. Donc on leur donnerait à eux. Et du coup, par ailleurs, lorsqu'on retrace les divers éléments de ce dossier, tout n'est pas clair. Au départ, c'est un lieu de stockage de matériel sportif qui est prévu, et finalement, le projet a été abandonné en maintenant une vente. Alors du coup, je m'interroge, n'y a-t-il pas eu de faveur accordée dans ce dossier? Et pouvez-vous nous indiquer l'actif net comptable? Alors l'actif net comptable, je ne vous dirai pas tout de suite, parce que je ne l'ai pas là. Après, pourquoi des faveurs dans ce dossier? Là, vous, encore une fois, vous jetez la suspicion sur le maire de Mende. Ça finit par être agaçant, mais bon, c'est comme ça. Non, moi je ne suis jamais intervenu dans ce dossier auprès de personne. J'ai eu, c'est les services qui s'en sont occupés et des visites. Ça fait quelques années que je n'ai pas été sur place, j'y passe devant, je n'y suis jamais rentré. Devant, ce qui m'agace quand j'y passe devant, c'est que je vois l'air pousser de partout et que bon, nos services ils sont sollicités partout et qu'ils n'ont pas le temps matériellement. Et donc le bâtiment se dégrade. On avait essayé, il y a, je ne sais pas, 3 ans de ça, peut-être que je n'ai plus exactement la date en tête, et de se dire qu'elle pouvait être utile pour l'école d'à côté, parce que l'école d'à côté, on avait un étape qui intervient et qui nous demande d'avoir des locaux supplémentaires. Donc on s'était dit, ben, ça peut être le lieu pour justement nous permettre de faire ces activités, de faire du stockage de matériel qu'on nous demande et qu'on n'a pas sur la nouvelle école. Et donc le problème c'est que ça ne fonctionne pas puisqu'on ne l'utilise pas. Donc à un moment donné, il faut faire le constat. Aujourd'hui, on a sur le service urbanisme, Jean-Luc qui est là, on doit avoir 60 demandes de construction sur la ville de Mende. On a des projets de lotissement privés qui sont pleins. On a des projets de lotissement publics qui sont pleins. On est en cours de faire de nouvelles propositions, des VES, en Baours, pour l'ouest de Chabannes.
d'autres perspectives aussi sur le nord de la ville, sur quelques unités d'habitat, au nord de la rue des Jeunes Ouvriers. Et donc on a besoin d'offrir ce que cherchent les Mandois, c'est d'avoir des logements, et les Mandois ne cherchent pas tous à se loger au centre-ville, certains veulent avoir leur propre habitation, donc je réfute totalement le fait qu'il puisse y avoir vous puissiez avoir une quelconque suspicion contre le maire de Mende qui aurait pu favoriser ou je ne sais pas quoi faire pour que cette opération échoue à certains et à rien d'autre. Donc il faut arrêter avec ça, s'il vous plaît, il faut arrêter. D'autres de vos interventions, monsieur Boulet? Oui, monsieur le maire, nous y voilà. Nous voilà donc au bout d'un processus engagé il y a 2 ans à peu près, qui, je le rappelle, a permis à la commune de s'approprier ce bien de la section en revendiquant une opération d'intérêt général qui n'a pas eu lieu et qui a permis d'éviter le référendum et autoriser Madame la préfète à transférer ce bien dans le patrimoine de la commune. Nous y voilà et je m'aperçois que finalement, je ne vais pas vous faire le procès d'intention, ce n'est pas mon intention moi-même, mais je constate quand même qu'en lieu d'opération d'intérêt général, on est clairement dans une opération d'intérêt privé. Et la réponse à la question que j'entendais vous poser, je l'ai, je m'aperçois donc que l'acquéreur, l'épouse en tout cas, est la sœur d'un de votre majorité municipale et un adjoint. Je ne sais pas quelles ont été les autres offres, mais en tout cas, effectivement, ça confirme l'idée, et ça peut même confirmer les soupçons que nous avions, que cette affaire était au départ pas du tout convenue pour arriver à un investissement public, mais à une vente privée. En tout cas, c'est ce que je conclue aujourd'hui, puisque l'opération d'intérêt général et d'intérêt public, je n'en ai pas vu. Ben écoutez, si vous savez très bien qu'on est contrôlé par le contrôle de l'illégalité sur chacune des délibérations qu'on passe, vous vous en occupez régulièrement de saisir la préfecture sur telle ou telle délibération. Et donc, vous avez constaté comme moi que sur la délibération communalisant le terrain sur lequel est installée l'école de Chabris, la préfète n'a rien dit, et donc elle a trouvé que l'opération était légale. Sinon, je pense qu'elle ne l'aurait pas passé, parce qu'on reçoit certaines lettres sur certaines autres délibérations, se demande des fois ce qu'ils ont. Il y en a une là récemment, c'est quand même, il faut avoir une autre affaire aussi, pour revenir sur des sujets comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, cette école, donc, elle est effectivement sur le terrain de la section, ça c'est la réalité, mais l'école a été construite par la ville. Donc l'argent, il a été engagé par tous les Mandois, il n'a jamais été engagé par la section. Il n'a jamais été engagé par la section. Donc si on fait le bilan financier, entre ce que vaut le terrain, ce que vaudrait le terrain nu et l'investissement qui a été fait depuis 100 ans, avec les rénovations, les extensions sur les écoles et les réhabilitations, je ne sais pas, les dernières doivent dater des années 80-90. Donc on aurait un bilan qui bien sûr est favorable. Moi je sais une chose, c'est que les gens de Chabris, pour y aller quand même de temps en temps à Chabris, de manière assez régulière, pour rencontrer les gens de Chabris, eux ce qu'ils voulaient savoir, enfin ce qu'ils ne voulaient pas, c'est que la ville en fasse un bâtiment à vocation, oui, non, mais à vocation à agrandir encore le nombre de logements sur ce tellement et faire des appartements, parce qu'on pourrait, on aurait pu faire un immeuble plus conséquent, éventuellement démolir l'existant et construire au camp. Donc les habitants, ce à quoi ils sont attachés, c'est à respecter le caractère du village, c'est-à-dire une parcelle, une maison, en gros. Donc là, on respecte cet enjeu-là. Après, moi, je ne suis pas, encore une fois, Madame Gonzalez, là, et M. Gonzalez, je ne les connais pas. Donc, on ne peut pas me taxer d'être partisan, et je ne vois pas pourquoi la dame, elle serait la sœur d'un des élus du conseil municipal, elle n'aurait pas le droit de postuler. Enfin, c'est quand même, on va chercher des trucs là qui sont, à mon avis, un peu hors sujet.
Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3, 4. Des abstentions? 1, 2, 3. Et les autres, la majorité, sont favorables pour cette vanne. Je vous remercie. Ensuite, on va vous proposer de reprendre un terrain de Valcroze qui appartient à monsieur et madame Pélissier. Alors là, vous allez encore me taxer de je ne sais pas quoi. Je pense que vous allez avoir quelque chose à me reprocher sur le fait que la ville veuille reprendre ce terrain. Je ne sais pas, mais il y aura quelque chose. Donc, monsieur Nicolas Rousson. Par délibération du 14 février 2008, le conseil municipal a déterminé les conditions d'attribution des lots de lotissement Valcroze 2. Le lot 34, parcelle HH numéro 631, situé rue de la Toscane, acheté le 8 juin 2008 par M. et Mme André Pélissier au prix de 13 511 € et à ce jour sans construction et sans annonce de construction. Par courrier reçu à mairie le 5 avril 2022, ces derniers nous informaient de leur décision de rétrocéder ce bien à la commune de Mende, prévu au paragraphe cause particulière de l'acte, qui précise que la commune menderesse bénéficiera d'une faculté de reprise du lot présentement vendue. Cette faculté s'exercera en cas de non-respect par l'acquéreur de l'engagement pris de construire un immeuble à usage d'habitation. En cas d'exercice de cette faculté de reprise, la commune de Mende sera tenue de verser à M. et Mme Pélissier une indemnité calculée sur la base de prix de vente actualisé en fonction de la variation du coût de la construction en vigueur à l'époque de la reprise. Comme nous permet la règle édictée, la commune peut exercer son droit de reprise pour un prix réactualisé de 17 688 € et 88 centimes. Il est proposé d'exercer ce droit de reprise du terrain conformément aux clauses particulières de l'acte administratif de vente en date du 8 juin 2008, de racheter la parcelle AH numéro 631 pour une contenance de 229 m² située rue de la Toscane pour un prix de 17 658 € et 88 centimes. D'autoriser le maire à signer tout acte nécessaire à cette transaction. Merci M. Rousson. Donc là, vous le voyez sur la photo, c'est Valcroze 2, un terrain qui a été vendu en 2008, qui n'est toujours pas construit. Il y en a 3 ou 4 comme ça entre Valcroze 1 et 2. Il en reste après celui-là, là, il en restera encore 2 autres. Donc on a de manière régulière, la ville est intervenue auprès des propriétaires pour leur dire vous voulez construire ou vous ne voulez pas construire. Si vous ne voulez pas construire, on vous le reprend parce que justement on a la demande sur la ville pour construire et donc revendez-vous le. Alors comme les actes avaient été faits à l'époque, il y a une réactualisation, et donc on vous propose de passer à la vente en tenant compte de la réactualisation du prix. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur ce portail? Rassurez-vous, monsieur le maire, je ne vais pas vous taxer de quoi que ce soit. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Il me semble que dans le cahier des charges de ce lotissement, et de tous les lotissements communaux, il y a quand même une obligation de construire dans un délai raisonnable. Voilà, ça fait 14 ans. Alors tant mieux pour ces personnes, parce que finalement, l'opération financière était bonne, ils ont fait une plus-value de 30%. Après, je ne sais pas si pour la commune de Mende, ça serait un bon investissement, parce que, comme vous pouvez le constater sur la diapositive, c'est un terrain qui a l'obligation d'être mitoyen des 2 côtés. Et sur un côté, il se trouve que c'est une maison en bois avec un bardage. Donc techniquement, je pense que ça va poser certains problèmes. Pour une maison en bois. Eh bien écoutez, si vous trouvez un acquéreur, tant mieux. Mais je vous souhaite bon courage. Mais l'idée, c'est de le remettre dans le circuit. Puisque chaque fois, vous l'avez vu, on l'a fait ailleurs sur d'autres bout de terrain, on va le prose un peu plus haut là. Des privés l'ont fait à Notre-Dame, d'autres privés l'ont fait un peu partout en ville. On essaie à chaque fois qu'on peut de boucher des entraves. C'est le sens des lois maintenant de l'urbanisme. Donc, je ne vois pas qu'on n'arrive pas à le revendre. Si on n'arrive pas à le revendre, on construira. Il y a déjà une caravane, ils s'abonnent dessus, non? C'est une voiture. Donc par contre, ça peut intéresser effectivement les propriétaires qui sont à ton côté. Ouais. Enfin, l'intérêt, ça serait quand même qu'il y ait. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Adopté. Vente par la SCI Germaille à la commune de Mende, M. Raoulda. La SCI Germaille a proposé à la commune de Mende l'acquisition de parcelles situées impasse de la Rouerolles à Mende. Conformément à l'avis du pôle d'évaluation du Gard, il est proposé
d'autoriser l'acquisition par la commune de Mende des parcelles BC 476, BC 513 et BC 515 d'une superficie totale de 1410 m², moyennant le prix de 80 000 €. Les frais notariés sont à la charge de la commune de Mende, d'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir en l'office notarial de Maître Boulay-Marmajol pour la SCI Gerbaille et Maître Annick Paparelli d'Arbon et Bertrand Fouquier à l'école primaire à Mende pour la commune de Mende. Merci monsieur. Donc, tout le monde voit où c'est une belle entrée de ville. Donc je vous propose qu'on achète ce terrain et je vais vous dire mon idée tout de suite de ce que je voudrais en faire. Parce qu'il est dans la zone rouge du PPRI, donc il faut en faire quelque chose, mais c'est entre la partie skatepark qui est à côté, le parc donc Pierre Coudert, c'est de relier le tout et de faire un ensemble paysager vert jusqu'à la maison là, des Canouets, là où il y a et de supprimer sûrement un bout de route là, pour avoir un vrai jardin public de proximité. Alors, on le fera une fois qu'on aura fait le Bressan, c'est-à-dire peut-être en 2024 ou 2025 plutôt. On essaie d'aménager ce coin qui est quand même sympathique et magnifique. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. L'attribution d'une servitude d'enfouissement de réseau entre la ville de Mende et l'église. Madame Trémolière. La ville de Mende procède à l'aménagement et à l'enfouissement de réseaux et canalisations électriques au niveau du quartier de Luchaus. Cette réalisation nécessite la mise en place par Enedis sur une bande de 3 mètres de large d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 100 mètres, ainsi que ses accessoires sur les parcelles BP 619, 746 et 747, parcelles 6 commune de Mende, propriété de la commune de Mende. À titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits connus au titre de la présente convention, Enedis s'engage à verser à la commune de Mende une indemnité unique et forfaitaire de 100 €. Il est proposé de consentir à Enedis une servitude de façon réelle et perpétuelle relative à la mise en place sur la bande de 3 mètres de large d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 100 mètres ainsi que ses accessoires sur les parcelles BP 617, 746 et 747. Commune de Mende, d'autoriser M. le maire à signer la convention de servitude entre la ville de Mende et Enedis dont le projet est joint en annexe et d'autoriser M. le maire à signer les actes authentiques à intervenir. Merci Madame Trémolière. Donc c'est le haut de Chavannes, c'est ça? Donc les réseaux ils sont déjà enfouis, mais ils veulent refaire les réseaux, c'est ça? Poser un poste de transformation. C'est le secteur qui a bien besoin dans l'état à venir. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Les contrats territoriaux de l'IRT avec le département de la Lozère, Madame Bourgat. Oui, avec le département, on est en phase de finaliser la démarche de contractualisation avec les collectivités. Donc cette contractualisation permet de déterminer les engagements d'intervention financière du département de la Lozère à travers l'enveloppe territoriale pour des projets d'investissement qui seront portés sur la période de 2022 à 2027, c'est-à-dire sur 3 ans. De nouvelles opérations pourront quand même être accompagnées au long de cette période de contractualisation sur des fonds d'échelle départementale, mais ces projets faut qu'ils soient inférieurs à un montant de 50 000 €. Donc cette démarche qui a été commencée à l'automne 2021 vient de s'achever par une réunion de priorisation à l'échelle des 7 communes permettant d'établir la liste des projets sur le territoire, d'en préciser la priorité. Une réunion de négociation a eu lieu avec les élus locaux de la communauté de communes et du département en vue d'aboutir à une proposition de contrat. Il en résulte de ce contrat l'engagement du département de bien vivre en Lozère dans le respect de son environnement, du diagnostic de territoire, des engagements respectifs des parties, de la requête financière. Il est également rappelé que dans la partie relative aux engagements des collectivités, les bénéficiaires de contrat s'engagent notamment à participer au réseau Lozère Nouvelle Vie,
avec la nomination d'un référent accueil qui aura différentes missions, transmettre l'information à la cellule, orienter les candidats potentiels, faire remonter l'offre et répondre aux sollicitations par rapport au logement des futurs arrivants. Également prévoir une clause d'insertion sociale dans le marché public et communiquer sur le contrat territorial et valoriser auprès du public la participation financière. Vous avez eu des tableaux rapidement donc, sur la communauté de communes, l'alimentation d'eau potable est prise à hauteur de 241 045 €, soit 30%. Toujours pour la communauté de communes, l'assainissement à hauteur de 75 000 €, 30%. Sur la commune de Mende, l'aménagement d'un espace public autour de l'ancienne maison consulaire, c'est chez Cousette pour faire des toilettes notamment, pour 20 022 €. L'aménagement de mise en sécurité de la ville de l'Espérance, c'est l'agrandissement également du giratoire pour sécuriser les piétons et les élèves qui vont au lycée, à hauteur de 50 000 €. L'aménagement du parking de la cité administrative, puisqu'aujourd'hui la maison Marty est complètement vide. Donc dans le projet, il est prévu de la démolir pour agrandir le projet de la cité administrative. Donc là, le département aide à hauteur de 25 000 €. L'aménagement du parking du Pré-du-Val pour compléter celui qui est existant à hauteur de 61 000 €. Et l'aménagement de la rue de l'Épine et la rue du Théâtre pour faire en sorte qu'à l'ouverture du musée, toutes ces rues soient remises en état à hauteur de 60 603 €. Concernant les projets touristiques pour la communauté de communes, est pris en charge la montée en gamme du village de vacances Le Colombier à hauteur de 35 000 € avec un programme de travaux qui va s'échelonner. Sur la communauté de communes, toujours l'installation d'une climatisation au centre de secours à hauteur de 12 250 €, la réfection de l'éclairage des stades du chapitre 23 390 €, l'aménagement de l'espace biathlon à Mirandol 13 067 € et l'amélioration du système de chauffage à la Vernède 38 362 € et enfin sur la voirie, le programme de voirie communale à hauteur de 118 833 €. Ensuite, certains projets ont été proposés dans le cadre du fonds de réserve au projet d'envergure départementale. Il s'agit de 3 projets, la Rocade Ouest, la 3e tranche et dernière tranche, normalement. L'opération Territoire Grand Lac qui est menée par l'association Terre de Vie et la future restructuration du théâtre. Vu le règlement des contrats territoriaux adopté par délibération du Conseil départemental de la Lozère en date du 25 octobre 2021 et modifié par sa délibération du 14 février 2022, il est proposé d'approuver le projet de contrat territorial, de désigner un référent accueil de la collectivité et d'autoriser M. le maire à signer le contrat territorial avec le département, ses avenants et tout document nécessaire. Cette signature doit avoir lieu le 6 avril. Merci Madame Bourgade. Donc c'est le département de sa 3e version des contrats territoriaux qui accompagnent le territoire. Tout ce qui vient de vous être présenté par Madame Bourgade, c'est la ville de Mende, mais soit au niveau communautaire, donc communauté de communes, soit au niveau de la ville. Et donc il y a des choses quand même qui sont essentielles pour notre avenir, notamment, alors ça ne concerne pas directement la ville, mais la communauté de communes, c'est les schémas d'alimentation en eau potable et le schéma d'assainissement. Donc il y a le pluvial aussi, mais il n'est pas aidé, le pluvial, non, il n'est pas dedans. Si. Il est dans le montant des deux. Voilà. Donc il y en a pour, sur les dépenses de 12 000 € qu'on vous propose là, j'ai arrondi, donc il y a 241 sur 75 qui concernent ces schémas et donc il y a un gage pour l'avenir. Dieu sait, particulièrement cette année, si on aura besoin dans l'état à venir de réfléchir sur quelle eau on veut en Lozère. Voilà, je vous laisse la parole. Madame Soulier. Alors moi, c'est juste pour poser une petite question sur l'opération Territoire Grand Lac dont vous avez parlé, qui va être portée par l'association Terre de Vie. Il s'agit de quoi? J'imagine que c'est le lac de Charpal, mais de quoi s'agit-il?
En fait, sincèrement, je ne sais pas pourquoi cette opération figure dans notre contrat à nous d'envergure départementale, puisqu'on n'est pas du tout concerné à Cœur de Lozère, on y amène par un lac. C'est les autres communautés de communes qui sont concernées par les lacs. En fait, on a recensé 12 lacs, de Barandon au plateau de Grand-Rieu, et de Ganivet à tous les lacs de Villefort, en passant bien sûr par Chapal et par Moussac. Et donc l'idée, c'est de réfléchir. Donc il y a eu un appel à projet au niveau du Massif central. L'association Terre de Vie, que j'ai l'honneur de présider, a répondu à cet appel à projet. Et donc on réfléchit à une cohérence justement de politique touristique, mais pas que. Il y a de l'intérêt local aussi à développer des équipements de loisirs ou autres autour de ces lacs. Mais c'est probablement parce que le lac de Chapal sert à... Il est qu'en partie sur le territoire de Cœur de Lozère, sur un petit peu sur la commune de... Oui, mais l'eau qu'on consomme bien... Non, oui, mais là, c'est pas vocation d'eau potable, c'est la vocation plus touristique ou justement comment on peut dire, de ressourcement pour les locaux aussi. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont, des locaux, des habitants de la région qui vont se promener ou se baigner à Villefort ou aller faire le tour du lac de Montsac à vélo ou le tour du lac de Chapal à pied ou aller à la pêche à Ganivet. Des activités de pleine nature. Voilà. Bon, je disais, non, il y a un point ici, mais Chapal, il y a un mot quand même sur la commune. Pas sur la commune. Monsieur le maire demande sur le principe de faire appel à une aide du département pour des projets structurants au niveau de la commune de Mantes. C'est une chose dont tout le monde peut se féliciter et il est hors de question, en tout cas pour nous, de s'opposer à ce genre de soutien et d'aide financière. En revanche, je pense qu'il faut aussi être sérieux, monsieur le maire demande. Excusez-moi de ne pas m'interrompre, ça serait gentil de votre part. Donc, je dis donc pour nous présenter un beau document qui provient du département, certes, mais où en page de garde, on a transition écologique et énergétique. C'est un petit peu le titre phare du document. Or, à la lecture de ce que vous nous présentez aujourd'hui, monsieur le maire demande, au niveau de la commune de Mantes, il n'y a absolument rien, c'est en contradiction totale, je dis bien en contradiction totale, avec le détail des projets présentés. Donc, aider la commune à réaliser des projets, on est bien entendu favorable. En revanche, soyons honnêtes et sérieux lorsqu'on présente ça aux élus du conseil municipal. Il n'y a absolument rien qui concerne la transition écologique et énergétique. Ceci dit, depuis 2 ans et demi qu'on siège au sein du conseil municipal de Mantes, on sait que ça n'a jamais été, une priorité de votre majorité municipale et ça ne sera jamais, certainement jusqu'au bout du mandat. Donc pour ces raisons objectives, et on le déplore fortement, on s'abstiendra sur cette délibération. Eh bien, a priori, vous n'allez pas lire, monsieur. Je suis désolé, mais je ne vais prendre que les 2 premières lignes. En plus, je vais de le lire. Alimentation en eau potable, réalisation du schéma de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, assainissement et pluvial, assainissement, dispositif d'hygiénisation des boues de la station d'épuration du chapitre. Si ça, ce n'est pas du développement durable, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, monsieur Abel, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je vous ai laissé parler. Mais je siège à la communauté de communes. Vous allez me laisser parler, mais ça concerne directement Mantes. Et puis, la réflexion de l'éclairage du stade du chapitre, si ça, c'est pas du développement, durable, si l'amélioration du système de chauffage du gymnase de la Verlaine, en passant au réseau de chaleur, si c'est pas du développement durable, vous racontez, monsieur Abel, franchement, vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis désolé de vous le dire. Je ne vous donne plus la parole. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3, 4. Et les autres qui sont favorables. Je vous remercie. Attribution d'une subvention à l'association Mazan-Lozère. Monsieur Vincent Martin. La ville demande à la volonté de poursuivre son aide auprès des associations locales participant au dynamisme de la ville. La ville a reçu un dossier de demande de subvention d'associations sportives automobiles de la Lozère. Après l'examen et le vote des subventions de l'association 2022 du 5 avril 2022,
Pour l'exercice 2022, l'association projette plusieurs manifestations, au nombre desquelles figurent notamment le rallye Terre de Lozère, 26, 27 et 28 août. Dans le cadre du soutien de cette manifestation au titre de sa politique événementielle, la ville souhaite attribuer une subvention de 5 000 € à l'association ASA de la Lozère pour l'organisation du rallye Terre de Lozère. Il est donc proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 5 000 € à l'association ASA de la Lozère, d'inscrire les crédits budgétaires au budget primitif 2022. Merci monsieur le président. En fait, on disait en préambule, donc on avait oublié dans le cadre des subventions qu'on a passées lors du conseil municipal concernant le budget. Donc on vous propose de rattraper pour la zone Lozère, notamment pour le rallye sur terre, bien sûr, qui va avoir lieu à la fin du mois d'août. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? La subvention est adoptée. Approbation d'une convention de mandat avec la SPL Arac Occitanie de Mme Rousseau. L'hôpital Lozère, implanté sur la commune de Mende, accueille en son sein un institut de formation en soins infirmiers, institut de formation d'aide-soignants qui reçoit chaque année plus de 200 étudiants et élèves. Au travers de sa compétence enseignement supérieur formation professionnelle, la région Occitanie assure le fonctionnement et l'entretien des locaux via une dotation annuelle allouée à l'hôpital Lozère. De l'avis de tous, les locaux actuels de l'UFSI-IFAS sont obsolètes. Au terme d'une étude de relocalisation réalisée par l'ARAC Occitanie, à la demande de la présidente de la région Occitanie, les besoins, la faisabilité technique et économique ont été identifiés. Afin de poursuivre la mise en œuvre de ce projet, la commune demande de faire le choix de confier à la SPL l'ARAC Occitanie, dont elle est membre, un mandat pour le projet de relocalisation de l'UFSI-IFAS de la Lozère. Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, article L2422-5 et suivant, la commune demande décide de déléguer au mandataire à la SPL Arac Occitanie le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de mandat. L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération s'élève à 5 689 920 € TTC, soit 4 658 266,67 € hors taxe. Le taux de rémunération du mandataire s'élève à 4,70% des coûts de l'opération toutes taxes comprises, soit un montant prévisionnel de 248 699,58 € hors taxe. La présente convention prend effet à sa notification au mandataire et expirera à l'achèvement de la mission confiée au mandataire. Le projet de convention avec la SPL Arac Occitanie pour la relocalisation de l'UFSI-IFAS de la Lozère vous est joint en annexe. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de contrat de mandat avec la SPL Arac Occitanie pour le projet de relocalisation de l'UFSI-IFAS de la Lozère tel que joint en annexe et d'autoriser M. le maire à signer le contrat et l'ensemble des pièces inhérentes à la mise en œuvre de la présente décision. Merci Madame Rousseau. Donc ça fait un certain temps et je pense que j'ai pris ma part de travail avec Alain Bourgade sur ce projet. On y travaille effectivement à ce qu'on a fait le constat depuis longtemps, un bâtiment qui est énergivore. L'école d'infirmière qui n'est pas du tout adaptée, d'ailleurs ni accessible, et qui consomme 100 000 € d'électricité par an. Donc il y a besoin de faire du développement durable, monsieur Karim Abed. Vous répondre? Non. Ça, c'est la démocratie. Eh oui. Donc on a besoin de faire du développement durable, et donc j'ai proposé une rencontre il y a déjà un petit moment entre Monseigneur Lévesque et le directeur de l'hôpital. Pour justement travailler sur l'éventualité, comme je le dis schématiquement, d'agrandir l'hôpital parce qu'on a des soucis dans cet hôpital, notamment de stationnement. Et donc, la relation entre les deux a bien fonctionné. Ensuite, nous avons rencontré, sur ma proposition et celle d'Aurélie Mayols, Carole Delga, la présidente de la région, pour lui faire part de ce projet. Et donc, les choses avancent plutôt sereinement, puisque la région est prête à investir, et c'est une compétence région, la région est prête à investir. L'État, la dernière nouvelle d'hier,
mettra aussi sûrement un peu la main à la poche pour permettre de financer cette opération, qui sera d'ailleurs couplée à une autre opération qui est intéressante, avec un nouvel opérateur qu'on a fait venir sur la ville de Mende, qui n'était pas présent, mais c'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux opérateurs sur le territoire. Donc il y a Vital Humanisme qui lui va porter, toujours sur ce même bâtiment de l'ancien diocèse, de l'ancienne école de plaisance, qui va porter la rénovation de 28 logements qui auront une vocation bien sûr sociale, mais j'allais dire plus loin aussi solidaire, puisque on imagine, Françoise, qu'on puisse faire de l'intergénérationnel, c'est-à-dire peut-être des plus jeunes ou des étudiants qui accompagnent des personnes plus âgées ou plus isolées ou plus en difficulté sociale. Voilà. Donc il y a une deal qui est en train de se passer entre les diocèses et l'Habitat et Humanisme pour réaliser ce projet de 28 logements. Le projet de permis de construire va être déposé en début d'automne. Et donc l'opération va avancer. Et en même temps, donc, on rénoverait 1500 mètres carrés. Il y a à peu près 3000 mètres carrés à rénover. Donc on rénoverait 1500 mètres carrés de l'aile ouest, en prenant des terrains aussi pour faire de nouveaux parkings, pour faire cette école d'infirmières. Et donc permettre de raser sûrement l'ancienne école qui n'est pas du tout adaptée en termes de thermie, puisqu'elle est chauffable, et puis qui n'est pas du tout adaptée en termes d'accessibilité, puisqu'elle est quasiment impossible à mettre aux normes d'accessibilité. Donc c'est un super projet pour la ville de Mende que je défends, que j'espère que vous allez tous défendre avec moi et qu'on va apporter. Alors ce qu'on vous propose, c'est de confier la mission à la SPL à Occitanie, donc une maîtrise d'ouvrage déléguée, donc c'est la ville qui garde la maîtrise d'ouvrage, donc confirmer une maîtrise d'ouvrage déléguée à cette SPL. Pourquoi? Parce que tout simplement nos services sont bien chargés, voire des fois, je ne voudrais pas le dire, mais un peu surchargés. Et donc ils ont du mal à faire face à tous les projets qui nous arrivent et dont on doit faire face, bien évidemment. Il faut investir dans cette ville de Mende, il faut continuer à aller de l'avant, il faut continuer à construire la ville et à la développer. Donc on vous propose de confier à SPL le mandat de réaliser à notre place, entre guillemets. Voilà. Vous avez des questions sur le portal? J'ai simplement une petite question concernant la création d'un parking d'une centaine de places, c'est ce qui est prévu. Est-ce que vous avez prévu notre accès et notre sortie, notamment que celle qui existe déjà dans le virage de l'avenue 8 mai? Parce que là, on posera un problème. En fait, c'est dans mon idée. Ce que je propose, ce que j'ai proposé à mon directeur de l'hôpital, parce que le constat de l'école infirmière, bon, tout le monde le fait. L'autre constat que je fais, bon, et je pense que beaucoup d'entre vous le partager avec moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, notamment âgées, quand ils vont visiter quelqu'un à l'hôpital, ils sont obligés de se garer sur les parkings en bas, parce que les parkings en haut sont toujours saturés, parce qu'il y a des plaques, il y a le docteur un tel ou docteur un tel. Donc, moi, mon idée, ce que j'ai proposé au directeur de l'hôpital, c'est qu'en arrivant à s'étendre sur la partie ouest du diocèse, il y ait des nouveaux parkings qui soient dédiés aux touristes, fermés, avec un badge. Il n'y a que les touristes qui peuvent y rentrer. Ils sont de plein pied, avec l'entrée dans la maternité des urgences, donc aux ascenseurs, à moins de 200 mètres. Donc, je pense qu'il faut aller là, et toute la partie de l'entrée principale qui descend vers l'entrée générale, la réserver justement pour les personnes qui sont en difficulté de se déplacer et qui n'ont pas des voies en mobilité importantes. Et donc pour le public qui va visiter des malades à l'hôpital. Voilà, donc c'est un projet quand même qui est un peu d'ensemble sur cette idée d'école d'infirmière aussi. Voilà. Et puis bon, l'idée qui est derrière les tuyaux aussi, c'est de refaire à un moment donné, peut-être à lieu et place de l'école infirmière actuelle, la maison de retraite de Champ-de-Poste. Ça, on y travaille aussi avec l'ARS, qui n'a pas dit non, qui est même favorable à débloquer peut-être jusqu'à une douzaine de millions d'euros pour justement qu'on puisse le faire, mais plutôt
fin de mandat 2025-2026. Ça voudrait dire que peut-être le chantier se ferait 2027 ou 2028, quoi. Pas grave. Mais donc il y a cette idée-là derrière l'agrandissement de l'hôpital. Quand je parlais d'agrandissement de l'hôpital tout à l'heure, il y avait tout ça derrière. D'autres demandes de prise de parole, si vous voulez. Oui, monsieur le maire, la relocalisation de l'IFSI est une nécessité, personne n'en disconviendra, y compris pour des raisons écologiques, comme vous l'indiquez tout à l'heure. Simplement, sur une question de forme, ça nous gêne un peu aujourd'hui de nous demander de délibérer sur une délégation de maîtrise d'ouvrage au sujet d'un projet dont on ne connaît rien, dans le sens où je ne connais pas forcément le coût du projet, qui va le financer. Si, vous l'avez là. Oui, oui, le coût de l'évaluation, mais qui c'est qui va ensuite participer? Quel sera le type de contrat, je présume, pas emphytéotique, mais au bail à construction? Quel sera le contrat que la commune va passer avec l'évêché? Quel coût? Quelle durée? Toute une série de questions qui sont essentielles avant de statuer, me semble-t-il, sur une délégation de maîtrise d'ouvrage. Il serait bon quand même que le conseil municipal en sache beaucoup plus sur le projet lui-même. Et c'est un peu la charrue dans les bœufs que vous nous demandez de placer, avec un blanc-seing qu'on vous donnerait sur maîtrise d'ouvrage délégué, alors qu'on ne sait, je répète, pas grand-chose sur le projet lui-même. Donc c'est la raison pour laquelle, en l'état, nous allons nous abstenir et nous nous positionnerons au final, quand on aura tous les éléments en main qui nous permettront de décider en connaissance de cause, en appréciant en effet les intérêts des uns et des autres. À ce stade-là, je ne connais pas grand-chose du projet. Eh bien, pour moi, vous avez tort de vous abstenir, parce que comme vous l'avez dit justement au début de votre propos, c'est un super projet pour la ville. Donc il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer, alors que justement, on a la région qui est prête à apporter des financements qui sont bien. Moi, je vous le dis, et que l'État est aussi prêt à apporter son envol. Et donc, il ne faut pas laisser passer le train. Donc, moi, je vous propose de délibérer. Vous avez les montants financiers qui sont en jeu, donc on parle de 4,6 millions, même un peu plus en hors taxe. Et donc après, ce n'est pas une affaire qui concerne la ville, c'est là où vous avez tort dans votre propos. Parce que nous, on ne sert que de boîte aux lettres. Donc on sert d'intermédiaire dans cette opération. Ça ne coûtera rien au Mandois. Ça va coûter au budget annexe, au budget C de l'hôpital de Mende qui concerne la formation. Voilà. Et donc, c'est là où la région nous dit, OK, Banco, sur la base de l'étude d'estimation, d'évaluation qui a été faite par la RAC, donc à la demande de Carole Delga, parce que j'avais été voir Carole Delga en lui disant, pour qu'on puisse avancer, il faudrait que tu mandates tes services, particulièrement la RAC, pour qu'elle nous dise si la faisabilité de ce projet, si on délire complètement en voulant rénover 1500 mètres carrés de ce bâtiment, ou si c'est jouable. On sait aujourd'hui, je ne vous dirai pas les montants, mais moi je les connais, des engagements de la région sur le projet, de la région et de l'Europe, parce que l'Europe viendra, et donc du complément qui sera aussi apporté par l'État. Parce que l'État, hier, c'est hier, qui a pris aussi, a indiqué qu'il viendrait sur un engagement financier. Donc, si on vous propose de délibérer ce soir pour donner mandat à la RAC, c'est qu'on a quand même quelques engagements. La RAC, c'est la région. Okay, on est d'accord là-dessus. La RAC, c'est la région. La SPL, la Société publique locale de la RAC, c'est une antenne de la région. Donc, c'est qu'on a des assurances du côté de la région pour avoir les financements. Et ce qui est important, là, sur l'opération globale, c'est les coûts de fonctionnement. Parce que la région, regarde ça, parce que la région paye l'investissement, mais aussi intervient au financement du fonctionnement manuel, puisque c'est de la formation. Donc elle veut pas voir son fonctionnement augmenté. Donc elle est vigilante là-dessus, la région. Et là, l'opération est jouable. Donc il faut y aller. C'est maintenant. Mais qui c'est qui va louer? Qui c'est qui va payer la location? C'est le budget C de l'hôpital. C'est dans le cadre du budget C de l'hôpital qui payeront la location et qui payeront l'emprunt, qui rembourseront l'emprunt que va faire la ville pour équilibrer l'opération, l'autofinancement de l'opération. C'est une super opération. Peut-être il ne faut pas laisser passer les traits, comme il faut y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions donc? Des abstentions? 1, 2, 3, 4, et les autres sont favorables. Les ressources humaines, les cadres effectifs, les subcoms.
Modification du tableau des effectifs, je vous ferai grâce à la lecture des différents tableaux pour passer donc au mouvement de personnel. Les mouvements de personnel, départ à la retraite, mutation et les évolutions de carrière nécessitent la modification du tableau des effectifs. Vu le comité technique en date du 13 juin 2022, il est donc proposé de modifier comme suit le tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2022. Suppression d'un poste d'adjoint d'animation territoriale principale de 2e classe. À compter du 1er juillet 2022, création d'un poste d'agent de maîtrise. À compter du 24 août 2022, création d'un poste d'adjoint technique territorial. Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet. 17,5 35e. Suppression d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet, 4,8 35e. À compter du 1er septembre 2022, création d'un poste de rédacteur territorial, suppression d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet, création d'un poste d'adjoint administratif territorial, suppression d'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, suppression d'un poste d'agent de maîtrise, création d'un poste d'adjoint technique. Donc, on a un total effectif pourvu à 155 au lieu de 153 avant modification. Merci M. Combe. Donc chaque conseil municipal a un pack. Je vais revenir là-dessus, je vais juste finir sur l'histoire de l'école d'infirmière pour parler un peu globalement d'action cœur de ville. Parce que si on a des opérations qui se déroulent comme ça, on a vu le cinéma, les immeubles qui se construisent un peu de partout en ville, l'habitat humanisme qui va venir sur cette opération aussi d'évêcher, le fait qu'on puisse déplacer l'école d'infirmière, c'est bien lié à cette opération Action Cœur de Ville. Donc personne, peu de gens peut-être en voient tout l'intérêt, mais il est majeur pour la ville. Et si on a beaucoup de rues dans la ville, c'est grâce à cela. Donc c'est grâce au fait que la ville a été, en 2018, je crois, qu'on a signé cette convention, qu'on est ORT, et que donc on peut bénéficier d'acteurs qui ne venaient pas sur le territoire, comme par exemple Action Logement, sur les logements de la gare, sur les logements de la caserne Croisée, sur les logements de la Chicanette, sur d'autres logements à venir, la SHM aussi porte un certain nombre de projets. Donc sur les particuliers aussi, on doit y recevoir, venir faire une soirée de présentation dans le courant du mois de septembre ou d'octobre, Action Logement, pour justement indiquer aussi aux particuliers investisseurs qui peuvent bénéficier de financement d'Action Logement pour des actions d'investissement, de rénovation de logements, particulièrement dans le cœur de ville, pour la location à du public salarié. Eux, ce qu'ils disent, c'est ça. Ils font des conventions pour louer, ce n'est pas du logement social, eux, ils visent de la location à du public salarié. C'est leur but. Voilà, mais si on attend de chantier qui se déroule, c'est aussi grâce à ce contrat qui a été signé avec tous ses partenaires en 2018 et particulièrement avec l'État. Donc pour la modification du tableau des effectifs, donc en fait il y a deux créations de postes. Donc on recrée un poste à l'école Soleilus qu'on avait supprimé il y a 2 ans peut-être, et qu'on remet en place parce que de nouveau les effectifs à Soleilus repartent bien à la hausse. Donc il y a une vingtaine d'années en plus par rapport à la rentrée de l'année dernière. Donc ça prouve bien, et c'est pareil dans les autres écoles, soit les effectifs sont stables, soit ils sont en progression. Ça prouve bien que la population augmente à mande et que donc c'est important de le souligner, de le dire, de le marteler, et que j'espère que ça va continuer ainsi de manière raisonnable dans les années à venir. Et qu'il faut, pour cela, continuer à être dynamique et actif. Et donc, il y a un autre poste pour passer de 153 à 155, car c'est un tuilage, parce qu'on a un départ à l'IUP, donc la
année, et donc on a besoin d'une période de tuilage parce que sa mission était assez spécifique, on a besoin que la nouvelle personne qui sera recrutée soit opérationnelle quand la dame qui part à la retraite partira à la retraite. Voilà. Et après, il y a des évolutions de carrière, hein, donc des gens qui passent à jamais maîtrise parce qu'ils ont passé le concours ou par avancement de temps. Est-ce que vous avez des questions sur la question des effectifs, nous avions indiqué la dernière fois qu'à chaque fois dorénavant, nous avions pris la décision, les élus de mon avenir, de voter contre les délibérations concernant les effectifs au niveau de la commune de Mende, et on va vous expliquer pourquoi. C'est toujours important d'expliquer. Lorsque monsieur le maire de Mende, ici présent, garantira l'égalité d'accès aux emplois publics de la commune de Mende à travers les emplois saisonniers et occasionnels, lorsque le maire de Mende, ici présent, respectera l'égalité d'accès aux emplois publics de la mairie de Mende à travers les emplois saisonniers et occasionnels, les choses pourront peut-être changer en termes de délibération. D'ailleurs, à ce propos, monsieur le maire de Mende, les choses commencent très mal, et s'annoncent très mal pour la saison 2022 concernant les saisonniers, parce qu'on a été surpris. Je dis bien surpris, ce qui prouve aussi qu'en termes de crédibilité, les gens nous font de plus en plus confiance en termes d'informations. Des informations nous ont indiqué que pour la saison 2022, il y avait des saisonniers qui allaient recruter, alors je ne sais pas s'ils ont été recrutés, mais qui allaient recruter pour le 3e été consécutif. Alors l'argument que vous nous avez développé la fois dernière, face aux arguments qu'on avait proposés, c'était de dire on a tellement de candidats pour ces postes-là que je me refuse, ce que vous avez dit, à publier les postes parce qu'il y a trop de candidats. La réalité, elle est différente. C'est qu'il y a des familles qui sont privilégiées dans le recrutement des jeunes, au niveau de Mende. Et ce qu'on a découvert, on ne le savait pas, et c'est bien qu'on soit en séquence municipale pour en parler, c'est qu'il y a un jeu subtil de chaises musicales qui fait que dans les recrutements de saisonniers d'été, une année on est sur la commune de Mende, l'année d'après on est sur la communauté de communes, et en fait ça permet aux privilégiés, parce qu'il s'agit d'une dizaine ou quinzaine de privilégiés, d'être recrutés chaque été par la commune de Mende au détriment de l'intérêt général. Donc dans ces conditions c'est inacceptable, c'est intolérable. On n'a pas d'autre moyen d'action pour l'empêcher, mais c'est important de le dire et que les Mendois soient parfaitement informés de la gestion des emplois saisonniers. Et si par hasard, monsieur le maire de Mende, à la fin de mon intervention, vous affirmez ou simplement vous insinuez que les éléments que je viens d'indiquer sont des mensonges ou de fausses informations, moi en retour je vous mets au défi, monsieur le maire de Mende, de publier la liste des personnes recrutées saisonniers durant l'été 2019, durant l'été 2020, durant l'été 2021 et à compter de début juin 2022. Et les Mondois connaîtront la réalité du recrutement et verront que c'est tout sauf l'intérêt général et l'égalité d'accès aux emplois publics qui est en vigueur et qui fonctionne au sein de la mairie que vous dirigez, monsieur le maire. Et ça, c'est votre appréciation. Et je vais vous laisser, alors je vais vous dire un truc, je vais vous laisser s'arranger tout le mandat. Je vais vous le laisser celui-là arranger parce que la prérogative d'embauche, c'est le maire. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est le maire la prérogative d'embauche. Donc jusqu'à preuve du contraire, j'embaucherai sur les emplois saisonniers qui je veux et quand je veux. On est d'accord? Voilà. Donc, et si vous estimez, mais c'est notre appréciation encore une fois, si vous estimez qu'il y a du favoritisme, moi je le conteste fermement, parce que justement, j'essaye de tenir compte de toutes les situations. Et je sais aussi, et je tiens compte du poids de l'histoire de la ville de Mende et de recrutement de ces emplois saisonniers sur la ville de Mende, qui, prioritairement, c'est pas moi qui ai fixé la règle, qui est une règle non écrite, je vous l'accorde, mais je respecterai cette règle, parce que je sais d'où je viens, moi, je sais d'où je viens, monsieur Abel. Donc je sais qui m'a installé à la mairie de Mende, je sais qui nous a aidé justement à gagner la mairie de Mende en 2008, et donc je respecterai cette règle, qui est non écrite, qui veut que les enfants des agents des collectivités, en l'occurrence les 3 collectivités, communes, communautés de communes et CIS, soient prioritaires. Et donc je continuerai à respecter ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions?
3, 4. Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Des abstentions. Et les autres sont favorables. Je vous remercie. Le point numéro 12, qui est la convention de mise à disposition du personnel à la CGT-FO. Monsieur Vandevort. Conformément à l'article 1 du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l'organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d'un agent faisant partie de ses effectifs. Un fonctionnaire titulaire est mis à disposition de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière à compter du 1er juillet 2022 pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 30 juin 2023, à temps complet. La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière remboursera à la demande le montant de la rémunération à hauteur de la mise à disposition 100% et les charges sociales afférentes. Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au comité technique pour information. Il est donc proposé d'adopter les termes des conventions de mise à disposition conclues entre la ville de Mende et la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et d'autoriser M. le maire à signer la convention et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Vandevort. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté. On doit revenir sur le point, je ne sais plus combien, des contrats territoriaux, puisqu'il faut qu'on désigne un référent accueil pour la collectivité, donc on ne l'a pas désigné tout à l'heure. Donc sur le point numéro 8, donc je vous propose que ce soit Mme Régine Bourgade. Est-ce que vous avez des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc après, j'avais un certain nombre de questions d'hier, ce qui me sont arrivées. Une de Mme Emmanuelle Soulier, qui me parle d'associations transparentes concernant l'office de la vie associative. Et donc, je peux vous apporter la réponse suivante. La qualification d'une association transparente repose sur l'examen de faisceaux d'indices issus de la jurisprudence. Il n'existe pas de définition réglementaire légale. Qualifier une association de transparente ou pas repose sur le degré d'indépendance de la direction de la gestion, la structuration du conseil d'administration composé ou pas majoritairement d'élus. En l'espèce, le conseil d'administration de l'office de la vie associative est composé de 20 membres, 10 représentants de milieu associatif, 9 élus et une personne qualifiée qui elle aussi est issue quasi mécaniquement du milieu associatif. Le conseil la mairie n'a pas majorité. Le conseil d'administration de l'OVA n'est pas majoritairement composé d'élus. De plus, le collège d'associations qui regroupe, aujourd'hui je crois que c'est 180 associations, donc à l'Assemblée Générale, puisqu'on a des adhérents, et donc les adhérents sont des associations, ce qui met en avant la volonté d'associer, d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à la gouvernance de l'office. L'origine et les moyens financiers de l'association. La proposition de financement public permet de qualifier une association de transparente ou pas. Alors, je vous l'accorde que jusqu'à aujourd'hui, c'est des financements publics, communes, communautés de communes, département de la Lozère. Mais la volonté de structurer un office de la vie associative, c'est aussi de lui laisser le temps de se structurer pour aller faire des propositions. Je pense que vous en aurez cet automne, pour justement essayer, de par son propre fonctionnement, c'est pareil pour l'office du commerce, de par son propre fonctionnement, de générer des ressources et donc de voler de se proposer à la Commission. C'est pertinemment que la commune, la communauté de communes et j'espère le département vont continuer à le financer dans les temps à venir. Les domaines d'activité, alors qu'est-ce qu'on me dit? En l'espèce, à ce jour, la majorité des financements de l'OVA sont des financements publics. Cependant, les dispositions de l'article 8 des statuts de l'OVA prévoient, ce que je vous indiquais, que potentiellement d'autres types de ressources. Cette analyse a été confortée par une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et de plus, l'objectif de l'OVA à court terme est de diversifier ses ressources, ce que je vous indiquais. Et dans les domaines d'activité de l'association, appréhender si les missions de l'association se confondent avec les missions de la collectivité ou pas. En l'espèce, l'objet de l'association OVA relève de l'intérêt général. Pour autant, les missions de l'OVA s'exercent bien avec les collectivités, mais pas à leur seul profit. L'OVA œuvre dans l'intérêt et au service des associations. Il est surtout là pour ça. Voilà. Ensuite, j'avais 4 questions, je crois, demande à venir. De la partie gauche. Ah, voilà. Donc, de toute façon, les 3 critères ne sont pas cumulatifs. L'un des seuls permet de qualifier une association transparente.
Je comprends que vous avez bien entendu que vous allez essayer de la faire évoluer pour qu'elle soit plus transparente, mais en l'espèce, elle devrait être qualifiée comme association transparente. De ce fait, les comptes doivent être gérés par le comptable public de la collectivité. Et c'est pour l'instant pas le cas puisque j'ai appelé la DGFiP. Ok, c'est bon? Merci. Donc j'ai 4 questions, c'est ça? 4? Une qui colle de ma partie gauche de l'opposition, droite, je ne sais plus. Sur le musée du Gévaudan, qui a fait l'objet de multiples avenants, nous avons abordé ce point à plusieurs reprises à celle du conseil municipal, sans réponse sur votre part. Je crois que je vous ai toujours répondu sur le musée du Gévaudan. J'ai essayé d'être le plus clair possible et je continuerai à l'être jusqu'au bout. Et donc, vous me demandez de présenter au conseil municipal le récapitulatif des avenants signés avec leur montage, le coût et le surcoût du projet initial du chantier du musée du Gévaudan. Alors, je vais vous surprendre, mais vous parlez de surcoût du projet, il n'y aura pas de surcoût du projet. L'enveloppe initiale dans le contrat de plan d'État-région qui avait été signé, c'était des travaux à 10 millions d'euros hors taxe, toutes prestations confondues. Moi, quand je suis arrivé maire en demande en 2016, que le dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai dit pour pouvoir arriver à ne pas dépenser plus que 10 millions d'euros, c'est-à-dire à sortir de l'enveloppe, à être au-delà de l'enveloppe, et donc à ne pas bénéficier pour les euros supplémentaires d'une quelconque subventionnement, j'ai dit je vais fixer un objectif de coût de dépenses, toutes prestations confondues, à 9,5 millions. Et donc depuis on est sur cette base-là, et on va rester sur cette base-là, parce qu'on commence quand même à approcher du bout et de la prochaine inauguration qui aura lieu début novembre. Et donc on ne connaît pas encore avec totalement certitude l'ensemble des coûts, mais surtout ce qui est gros œuvre, seconde œuvre, scénographie, et il nous reste le dernier marché que vous avez vu ce matin dans la Rosère Nouvelle concernant le mobilier, qui est un petit marché, après tout compte. Donc on a plus de surprises sur le gros œuvre, plus de surprises sur le second œuvre, plus de surprises sur la scénographie puisqu'on a validé les avenants en condition d'appel d'offres. Et donc il nous reste simplement maintenant la partie, on a les caméras, tout ça, tout a été validé, finalisé, tout est en cours d'installation. Il ne reste que la partie mobilier, mais aujourd'hui on est en dessous des 9,5 millions. Donc j'entends bien, et Nadia Arabaz qui fait un travail remarquable avec les équipes de la ville, les équipes bâtiment et Olivier Merguez, le directeur des services techniques, et la directrice générale des services, Nathalie Fraisse. Donc ils savent qu'on ne doit pas dépasser ces 9,5 millions, on ne dépassera pas ces 9,5 millions. Et j'en profite pour refaire un point financier parce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises sur les financements. Et donc aujourd'hui, on a comme financement qui sont tous acquis, j'allais dire presque enfin, il y en a qui ont traîné quand même, il y en a qui sont durs à voir, l'Europe c'est pas simple. Donc le FEDER 2 millions d'euros, la DRAC pour la partie construction et monument historique 1,5 million, et on avait obtenu une enveloppe en 2019 de 500 000 de décile. Puis on avait obtenu une enveloppe de la DRAC en regard du pays dans l'histoire pour installer le SIAP, voilà, 100 000 euros. Et puis la région, en 2 fois, vous vous rappelez qu'on a passé 2,6 millions, 2 fois 1,3 million, et le conseil départemental en 2 fois pour 800 000 euros, donc 400 000 euros une première fois qui avait été validée dans le cadre du CPER, et 400 000 euros 2019 et 2020. Donc ça fait 7,5 millions d'euros d'aide sur un coût d'objectif donc que j'ai fixé à 9,5 millions, ça fait 79% de financement. On devrait, franchement, on devrait applaudir Nadia Arabaz, on devrait applaudir Olivier Merguez, on devrait applaudir Nathalie Fraisse, parce que sur un projet comme ça, obtenir 80% de financement, c'est exceptionnel. Et je comprends parfaitement que vous applaudissiez pas. Ensuite,
Ensuite, la commune s'est portée à plusieurs reprises garante d'emprunts souscrits par les bailleurs et autres acteurs économiques. C'est pourquoi nous demandons présenter au conseil municipal le récapitulatif des engagements pris par la commune et les encours et le montant. Vous avez tout ça, si vous avez regardé, puisque vous regardez de près, dans le compte administratif, donc il nous a été, chaque année, oui, qui a été passé au conseil municipal du 5 avril. Et donc, si vous regardez l'annexe au point 19 du compte administratif de 2021, aux pages 72 et 73, je vous donne les pages, l'annexe C2 de la maquette formatisée, à savoir la liste de l'ensemble des emprunts garantis par la commune au 31 décembre 2021. Je vous y renvoie. Lors de l'avant-dernière séance du conseil municipal, vous avez pris l'engagement de nous informer de l'identité des acquéreurs de l'ancienne école de Chablis. On vient de le passer, de le valider. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Quel a été le nombre de candidats, le montant de leur offre, quels ont été les critères de sélection dans l'attribution de l'école, et enfin qui est l'acquéreur et à quel prix. Alors l'acquéreur à quel prix, vous l'avez vu. Les critères de sélection dans l'attribution, vous les avez vus puisqu'on a publié une offre. Le nombre de candidats, alors je crois que ça a été 8 visites et 8 demandes de renseignement. Maintenant, ce qui avait été vu 3037 fois, donc ce sont les bouquins, c'est ça. Et on avait fait une insertion dans la 11h nouvelle. Donc la 11h nouvelle, Patrick, c'est combien? 17, 18, 20 000 lecteurs. Donc elle a été vue 20 000 fois. De l'affichage en mairie, qui a été vu aussi un certain nombre de fois. Et donc il y a eu 2 propositions. Donc on vous a fait délibérer tout à l'heure sur la meilleure offre. Et puis la dernière question qui concernait lors de la campagne municipale de 2020, vous avez pris l'engagement de réaliser le stade de Tierman. Nous avions aussi ce projet sur Tierman, je le cherche encore, vous aviez ce projet. Bon. Aujourd'hui, on est en concrètement. Accepterez-vous l'élu de la liste d'avenir participe au montage de ce projet? Alors on va, là aussi, puisqu'on est bien chargé, on vous proposera prochainement de confier à la SPL ARAC la réalisation d'une étude de faisabilité, parce que ça demande en amont quand même de tout projet. On a le terrain, Aubert-Lavelot, sur le parc Rose, en dehors de la zone de l'activité économique. D'ailleurs, je pense qu'à l'automne de ce projet, vous serez surpris. Vous irez faire un tour en vélo au parc Rose. Et on a, donc il y a un terrain qui avait été initialement prévu dans la ZAC pour faire un refuge de pension fourrière, que pas grand monde a voulu finalement, dans l'ensemble des collectivités lozériennes, des communes qui ont compétence justement par rapport au refuge de pension fourrière. Et donc ce terrain, j'ai proposé à la RAC, qui gère la ZAC, de pouvoir le dédier maintenant à un stand de tir. Donc on va confier une étude de faisabilité qui va comprendre les études de bruit, les études de pollution, il y a tout un tas d'études de contraintes techniques à mettre et qui nous fera une proposition de prix pour qu'on puisse avancer concrètement sur ce dossier. Mais je rappelle simplement que, contrairement à ce que vous dites, alors, vous êtes quand même honnête puisque vous dites que nous avions aussi ce projet. Nous, il est dans les tuyaux depuis, je crois qu'Alain Bertrand avait déjà travaillé en 2015 ou en 2017. Voilà, je crois que je vous ai répondu. Merci beaucoup à tous pour votre présence au conseil municipal. Bonne soirée.